Téléspectateurs de Mousso TV, bonsoir. Vous êtes à votre émission politique. Aujourd'hui, c'est moi, Keita Idrissa, qui l'anime. Je tiens à vous informer qu'il y a eu un changement, comme vous le constatez. Monsieur Boiré ne va plus animer l'émission. Ce sera moi et bientôt un autre collègue de notre radio, la radio Oxygène, à savoir Momo, qui sera avec moi sur le plateau pour recevoir les invités politiques. Votre émission, vous pouvez toujours la voir sur les mêmes canaux, le YouTube de Mousso TV, la page Facebook de Mousso TV et aussi Mali Vision, le partenaire de toujours, à la chaîne 254. Pour cette émission de transition, en ce temps de transition, nous allons commencer avec l'invité du jour, M. Mokhtar Ousmane Sy. Monsieur Sy, bonsoir. Bonsoir. Nous tenons à vous remercier pour avoir accepté notre invitation. Après avoir lancé votre mouvement, dans un contexte où la CEDEAO vient de prendre des décisions très importantes et que les assises nationales commencent, on a donc décidé d'échanger avec vous sur l'actualité du Mali. Monsieur Sy, parlez-nous d'abord de votre parcours. Qui est Monsieur Mokhtar Sy et comment est-ce que vous en êtes arrivé là, à la présidence du mouvement Génération Engagée? Ok, avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de Mousso TV, soit sur les réseaux ou à la télévision, et vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à cette table pour parler de mon engagement et du mouvement que je préside et surtout de l'actualité. Alors, moi, je suis un jeune Malien âgé de 36 ans qui a commencé son engagement dans le milieu du sport au Mali en tant que joueur de basket d'abord et membre de la Fédération malienne de basket ensuite, président de la commission d'organisation du Forum international sur le sport de Bamako, secrétaire général de l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports, premier vice-président de la Fédération malienne de Vovinam Viet-Vodao et secrétaire général de l'Association Femmes et Sports. Et pour finir, membre chargé de la stratégie auprès du Comité national olympique et sportif du Mali dans la commission Femmes et Sports. Donc ça, c'est mon engagement que je fais au quotidien dans le milieu du sport au Mali. J'ai choisi de m'engager dans le sport en premier lieu parce que, en tant que sportif, je voulais, après ma carrière, travailler à la définition d'un cadre meilleur pour les jeunes et futures générations de sportifs parce que nous avons pratiqué le sport dans des conditions pas très évidentes pour notre carrière. Donc nous avons voulu nous engager en tant que dirigeants pour améliorer le cadre du sport au Mali, pour penser aussi aux anciens sportifs qui ont du mal à réussir leur reconversion, comment aujourd'hui les anciens sportifs qui peinent à joindre les deux bouts pourront vivre de leur passion qu'est le sport, parce qu'ils ont eu à remporter des médailles pour le Mali, ils ont eu à réaliser des exploits, à porter haut les couleurs du Mali. Donc il est normal que nous, Maliens, amateurs du sport, dirigeants du sport, nous battons pour que ceux qui ont choisi le sport comme métier puissent en vivre dignement et honnêtement, pouvoir s'occuper de leur famille, même après leur carrière. Donc nous travaillons à tout cela. Du sport, je suis progressivement passé à la politique. Pour la simple raison que on commence un engagement quelque part, mais après réflexion, on peut donner de nouvelles orientations à cet engagement-là, surtout que aujourd'hui, la politique gère beaucoup de choses dans notre pays. Je me suis dit qu'en m'engageant dans la politique, je vais pouvoir mieux aborder les questions qui sont relatives au sport, donc mon engagement initial, mais aussi d'autres questions qui sont tout aussi importantes pour la vie de notre nation. Donc cet engagement, je le tire également depuis le berceau, parce que je suis issu d'une famille dont les membres se sont engagés en politique depuis qu'ils étaient étudiants.
Mes deux parents sont des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques qui ont eu à occuper des postes politiques de haut rang au Mali. Et j'ai appris, j'ai été bercé dans cela, mais dans la politique noble au sens du terme. Et donc, aujourd'hui, je suis interpellé en tant que Malien, en tant que papa, en tant que jeune Malien engagé, je suis interpellé par la situation de mon pays. Et la meilleure façon de m'engager à résoudre ce que je peux résoudre, du point de vue de mes compétences, du point de vue de ma volonté, c'est de m'engager en politique. D'autres se sont engagés dans d'autres domaines. Moi, c'est la voie politique que j'ai choisie aujourd'hui pour apporter ce que je peux apporter au Mali en termes d'innovation, en termes d'état d'esprit et en termes de vision. D'accord. Auditeur de Mousso TV, comme on vous l'a dit, l'invité du jour, vous avez suivi sa présentation, c'est M. Mokhtar Ousmane Sy. Monsieur Mokhtar Ousmane Sy, vous l'avez dit, la situation du pays vous interpelle. Et malheureusement, la sous-région, les voisins, peut-être à tort, peut-être à raison, on a ce sentiment d'incompréhension, ne voient pas de la même façon la progression, la situation dans laquelle le Mali est. La CEDEAO vient de bander les muscles, d'annoncer qu'il y aura des sanctions à partir du mois de janvier et exige encore un terme. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Alors, il est indéniable que la situation que vit le Mali aujourd'hui nous interpelle tous. Et le Mali est un pays qui vit dans une communauté et qu'elle a même initiée en tant que membre fondateur de cette communauté. Aujourd'hui, le Mali a des relations froides avec ses pays voisins et les membres de cette communauté. Et aujourd'hui, nous devons nous poser une question. Qu'est-ce qui nous a amenés à cela? Déjà, c'est des incompréhensions qui sont le fruit d'une totale, en tout cas, diversion, ou en tout cas, une situation qui nous amène à nous poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas été fait, les engagements qui n'ont pas été respectés de part et d'autre. Le Mali a pris des engagements qui n'ont pas été respectés. Pour la simple raison que des étapes ont été brûlées. Ou en tout cas, n'ont pas été correctement, les cases n'ont pas été correctement cochées. Comment ça? Parce que, après un coup d'État, les autorités ont organisé ce qu'on appelle une concertation nationale. Et ces concertations nationales ont été bâclées, à mon avis. Des décisions qui ont été prises lors de ces concertations n'ont pas été mûrement réfléchies et n'ont pas été décidées à l'aune de la réelle volonté du peuple malien. Donc le soubassement n'était pas bon? Le soubassement n'était pas bon parce qu'il fallait faire les choses. On était pressé de sortir d'une situation de crise pour revenir à une situation normale. Mais on a brûlé des étapes. Et c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Quelles sont ces étapes? Ces étapes sont la définition d'un chronogramme clair et respectable. Je prends un seul exemple. Oui. Les dates. Les dates qui ont été fixées par les autorités de la transition. Justement. Ces dates-là n'étaient pas tenables parce qu'on savait que le Mali était enfoncé dans une crise sécuritaire multiforme qui ne dit pas son nom. On s'est précipité à donner des dates juste pour soulager la CEDEAO, pour rassurer les partenaires, pour dire que nous allons sortir de cette situation le plus rapidement possible. Sauf que on n'a pas pensé à ce qui pouvait arriver dans le pays. Les choses n'ont pas bougé. Cette décision a été actée, les partenaires ont pris acte. Bon an, mal an, nous arrivons bientôt
À un mois, hein? À un mois, en février 2022. Parce que février, c'est la porte aux élections, On n'a que janvier. On est à 2 mois. Rien n'a été fait. Le chronogramme n'a pas été établi et la CEDEAO exige à ce qu'on apporte des réponses. Et ces réponses-là, on ne peut pas les apporter parce qu'on n'a pas préparé les choses en amont. Donc, un pays, fut-il membre fondateur de la CEDEAO, qui ne respecte pas ses engagements, ses propres engagements, va être tout de suite mal vu par les autres. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'au début de la transition, il y avait un régime militaire, surtout que c'était les forces spéciales? Justement, c'est pourquoi je dis qu'il ne fallait pas brûler les États. Il fallait d'abord assumer le coup d'État. Il fallait réunir les Maliens, obtenir leur adhésion, prendre le temps nécessaire, être capable de dire à ses partenaires, nous avons un problème entre nous, nous allons le régler, donnez-nous un temps minimum au cours duquel nous allons réfléchir et vous donner quelque chose de réaliste. Cela nous aurait évité toute cette situation. Pour moi, la CEDEAO est dans son rôle de réagir face aux incertitudes. Les incertitudes, on ne sait pas ce qui va arriver. Les autorités n'ont pas donné de gage. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a envoyé une lettre pour demander un délai au cours duquel il va répondre à la CEDEAO. Précisément le 31 janvier. Le 31 janvier. Donc la CEDEAO est dans son rôle de réagir. Mais elle doit prendre du recul. Du recul, pourquoi? Parce que le Mali est enfoncé dans une crise. Et qui ne concerne pas que le Mali. Tous les pays du Sahel sont exposés à cette crise sécuritaire. Ont même été frappés, hein? Ont même été frappés. Que ce soit le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Donc c'est un problème qui dépasse le Mali. Donc la CEDEAO doit prendre du recul. Prendre du recul, pourquoi aussi? Parce que je pense que les autorités maliennes sont en train de faire des efforts. Même s'il y a eu des dérapages quelque part, mais ces efforts sont aujourd'hui perceptibles parce que le président de la transition a décidé de reprendre les choses en main. Comment ça? A décidé d'organiser lui-même des rencontres avec les forces vives, notamment les partis politiques, qui n'étaient pas encore favorables à rentrer dans la transition et à respecter le schéma qui est donné par la transition. Donc, il y avait un froid en interne. Parce que, je le dis souvent, pour avoir une politique extérieure ambitieuse, agressive parfois, il faut avoir une politique intérieure maîtrisée. Oui. Une politique intérieure maîtrisée se résume à quoi? À une bonne éducation, à une bonne sécurité, à une bonne situation du panier de la ménagère et surtout à un apaisement du climat social. Quand nous sommes dans un pays où il y a des grèves à répétition, où les syndicats ne sont jamais satisfaits, parce que les États ne respectent pas leur engagement, les autorités ne respectent pas leur engagement pris avec ces mêmes syndicats. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il faut savoir respecter l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est d'abord de mettre de l'ordre chez soi avant de pouvoir développer ou en tout cas ambitionner une politique extérieure agressive et parfois très maladroite. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO doit prendre du recul pour nous comprendre et comprendre que les Maliens sont en train de se parler, vont certainement se comprendre pour pouvoir définir ensemble un chronogramme clair que nous savons respectable, que nous savons tenable pour le Mali et que nous allons leur faire un retour par rapport à cela. Et parce qu'aujourd'hui, le Mali a plus besoin d'accompagnement que de sanctions. Nous devons être accompagnés de façon ferme et vigilante. Mais il faut privilégier un accompagnement aux mesures de sanctions qui vont encore rendre la situation plus difficile qu'elle ne l'est.
Parce qu'on doit garder le dialogue avec tous nos pays voisins qui sont tout aussi concernés que nous. C'est vrai. Voilà. Donc maintenant, les sanctions sont tombées. Vous avez donné votre lecture de la situation. Maintenant, on va dire, quel message avez-vous peut-être à l'endroit des autorités de la transition ou même du peuple malien ou carrément même au monde entier? Alors, je crois d'abord que j'ai un message à l'endroit de toutes les catégories que vous venez de citer, à commencer par les autorités de la transition, qui sont venues parce qu'elles étaient interpellées également par la situation qui prévalait au Mali, la crise économique, sociale, sécuritaire dans laquelle le Mali vivait. Je pense que ces autorités doivent aujourd'hui travailler à l'union sacrée, au rassemblement des Maliens, dans un cadre sincère, un cadre de confiance, pour non seulement obtenir l'adhésion des Maliens dans la transition, mais aussi pour avoir leur confiance dans la poursuite du processus. Ça, c'est ce que les autorités de la transition doivent faire. Renforcer l'insécurité et la sécurité des Maliens. Ça, c'est indispensable. Renforcer la sécurité des Maliens, parce que rien ne peut se construire de façon durable sans paix, sans sécurité. Donc, vous disiez votre message, il concernait les autorités de la transition. Voilà. Ensuite, qui? Ensuite, le peuple malien. Le peuple malien, j'appelle ce peuple-là à la mobilisation générale, à une mobilisation impérative, parce que il faut être là quand tout va bien, mais il faut être là aussi quand tout ne va pas bien. C'est ensemble que nous pourrons relever le défi de faire sortir le Mali de cette crise-là et de sortir définitivement des crises à répétition, de nous inscrire dans un cadre rassembleur efficace pour sortir par le haut. Sortir par le haut, ça veut dire qu'aujourd'hui, que le Mali puisse revenir dans une situation normale, où on peut parler d'État à État avec nos partenaires dans le seul et unique intérêt des Maliens. Donc nous sommes aujourd'hui un pays extrêmement fragilisé. Donc nous avons besoin de l'engagement de tous. L'union sacrée, je l'ai dit dans mes propos liminaires, il faut que les Maliens le comprennent. Il y a des temps pour régler des problèmes, mais il y a des problèmes plus importants que d'autres. Donc il y a des priorités. Ces priorités, il faut absolument réagir. Il faut qu'on soutienne dans la vigilance et dans le sérieux le plus absolu les autorités de la transition. Que ces autorités nous donnent des gages, je l'ai dit tantôt, mais que nous aussi, en tant que Maliens, que nous agissons autant que faire se peut, en étant bienveillants, en étant vigilants et surtout en étant impliqués dans la vie de la nation, parce que chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Après, au reste du monde, donc les partenaires, je leur demande leur indulgence, leur accompagnement. Nous sommes dans une situation qui peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, le Mali est un pays fragilisé. Nous avons besoin du soutien de toute la communauté internationale. Tout simplement parce que nous vivons dans une communauté et que quand un membre de la communauté a des problèmes, il faut que tous les autres soient là. Le Mali a, dans son histoire, participé à la résolution des conflits survenus dans d'autres pays. Donc, il est normal que d'autres pays aussi soient au chevet du Mali pour qu'on puisse sortir de la crise. Nous sommes à votre émission politique. Et pour le second sujet, nous allons partir au cœur des assises nationales de la refondation. Président Sy, les ANR, nous y sommes. Propagande ou mouvement d'union, selon vous? Alors, je dirais que dans une logique de refondation, il est toujours important de se parler, de mettre tout le monde autour de la table pour échanger sur des questions de survie de la nation.
Et cependant, après les débats, il faut des actions. C'est ce qui a failli et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à devoir nous réunir encore une fois pour discuter des problèmes du Mali. Ce n'est pas la première fois. Et si on ne règle pas ces problèmes, ce ne sera pas la dernière fois. Mais le Premier ministre a pourtant dit qu'il y croit en ces assises et que même les recommandations de ces assises s'imposeront au régime qui viendront. Ce sont des déclarations politiques qui sont menées pour faire adhérer les gens ou le peuple malien à l'idée des assises, mais il faut rester lucide, il faut rester cohérent au-delà de la communication politique, au-delà des déclarations. Il faut avoir un esprit d'analyse critique de la chose. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, pour que ces assises soient réussies, il faut qu'il y ait une véritable représentativité. Que ceux qui sont les vrais acteurs, qui sont détenteurs du choix ou de la représentativité, du caractère représentatif des Maliens, donc qui sont détenteurs de la confiance de ceux qui les envoient, que ce soit ces personnes qui viennent parler au nom du peuple. Qu'on ne choisisse pas les intervenants en fonction de leur proximité avec les décideurs du jour. Qu'on soit sûr que ceux qui viennent parler au nom des Maliens sont véritablement détenteurs de la voix des Maliens, qui doivent représenter. Deuxième chose, que ces assises, dans leur théorie, bien sûr, ça vient à peine de commencer, on aura le temps de... Mais que dans la pratique, que ces assises ne soient pas organisées simplement pour obtenir l'adhésion des Maliens dans le déroulement de la transition. Sur la question de la prolongation et sur la question de la date des élections, il ne faut pas que ça serve qu'à cela. Il faut que les assises puissent réfléchir et décider pour le Mali dans 20 ans, dans 30 ans. Parce qu'à chaque fois qu'on va devoir organiser des assises, c'est de la mobilisation financière, c'est de la mobilisation humaine. 1,5 milliard. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, pour ne pas avoir à revenir sur les mêmes choses, les problèmes du Mali sont connus. Il y a des femmes et des hommes capables d'apporter des solutions. Nous avons des partenaires capables de nous soutenir. Donc, il nous faut nous inscrire dans une logique de sortir des assises avec une solution pour le Mali d'ici 2050. Quels que soient les problèmes du Mali, que, au sortir des assises, nous puissions apporter des réponses anticipatives sur les questions ou sur les problèmes qui surviendront au Mali d'ici 2050. D'accord. Vous l'avez entendu, le président Mokhtar Ousmane Sy, du mouvement Génération Partagée, aussi haut cadre dans l'arène sportive, qui a aussi été basketteur, le dit, allons dans une projection pour au moins 30 ans. Il faut voir loin. Maintenant, président Sy, est-ce que vous pensez que ces assises pourront faire plus que le fameux dialogue national inclusif qui finalement n'aura jamais été appliqué? Je crois que si on doit organiser d'autres assises, encore c'est parce qu'il y a eu un défaut dans le processus.
pour moi, les enjeux sont nouveaux. Quand il y a eu un dialogue national, c'est vrai c'était les mêmes problèmes, mais aujourd'hui, on est enfoncé encore plus et les nouvelles autorités veulent aller au-delà de ce qui a été fait par les précédentes autorités. C'est une question parce qu'on est dans une logique de refondation. Refonder, c'est remettre tout à plat et reconstruire. Donc, quand on est dans une logique de refondation, il faut, avec de nouveaux enjeux, donc il faut forcément organiser un nouveau cadre. Et ce nouveau cadre-là, je pense que c'est ce qui a poussé les autorités de la transition à appeler ça assise nationale. Mais je pense que dans le contenu des assises, il y a beaucoup de points qui ont été inspirés du dialogue national. Donc pour moi, ça vient en complément. C'est un processus. Dans une crise, il faut être engagé dans un processus. Je pense que les deux se complètent. Donc, tirer ce qu'on peut tirer du dialogue et le mettre au service des assises pour pouvoir sortir, avoir une expérience riche non seulement par les résolutions du dialogue, mais intelligent aussi et capable de répondre avec les résolutions des assises aux problèmes du Mali, comme je l'ai dit, dans une logique d'anticipation. Donc, ces assises débutent quand prend fin l'espace d'interpellation démocratique. Téléspectateurs de la chaîne 254 sur Mali Vision, surtout pour ceux qui sont à l'international ou qui découvrent notre chaîne, on vous informe qu'au Mali, depuis près de 30 ans, nous avons un cadre qui s'appelle l'espace d'interpellation démocratique EID, conduit par le médiateur de la République, où, durant toute une journée, les populations se retrouvent face à l'administration, le gouvernement au complet, pour mettre à nu tous les différents contentieux de l'État que la médiature a eu à valider. Et, monsieur Si, je ne vous apprends rien, le sujet qui revient toujours, c'est celui d'une manière ou d'une autre. Nous avons des terres, parfois elles sont spoliées où il y a des escrocs, ou parfois on a des proches qui en sont victimes. Sur la question même du foncier au Mali, qui a eu son cadastre que depuis très peu, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, premièrement, sur la question de l'EID, l'espace d'interpellation démocratique, c'est une activité qui consacre l'arrivée de la démocratie dans notre pays. Réunir les gouvernants et les gouvernés sur des questions qui concernent les gouvernés, c'est une très grande avancée de la démocratie qui est d'ailleurs, je pense, réalisée qu'au Mali, je crois. C'est une première, voilà, le seul du genre qui soit organisé parce que ça fait partie des acquis de la démocratie. Donc cela prouve aussi que quelque part, il n'y a pas eu que des échecs dans la démocratie, il y a eu des acquis. Maintenant, pour venir à l'EID proprement dit, au début, la forme, l'esprit, l'idée, non seulement dans sa forme et dans la pratique, originelle, c'était vraiment efficace. C'était efficace en ce que les gouvernants recevaient des informations auxquelles ils n'avaient pas accès pour la simple raison qu'ils n'étaient pas proches des populations. Il y avait un fossé. Et aujourd'hui, enfin à l'époque, ce fossé s'est petit à petit rempli parce qu'il y avait un contact et les problèmes étaient réglés. Et aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est devenu un simple instrument pour communiquer, pour dire que l'État est à l'écoute des populations et
ça ne règle pas les problèmes qui sont soulevés lors des interpellations, ne sont pas totalement réglés. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de se plaindre des cas qui ont été soulevés dans les années précédentes. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème dans le fonctionnement sur lequel il faut impérativement réagir pour ne pas que ça perde tout son sens. La question foncière, qui revient de façon récurrente dans des débats d'interpellation, même dans les questions d'actualité, parce que le foncier est extrêmement pertinent et important et extrêmement sensible. Et nous avons mal géré la question du foncier au Mali, parce que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Comment ça? Il y a eu trop d'acteurs qui sont intervenus dans le foncier, qui ont légiféré, qui ont décidé sans concertation préalable pour régler des questions foncières. Aujourd'hui, l'État essaye de faire ce qu'il peut pour régulariser certaines défaillances, pour régler certaines défaillances. Il n'est pas normal que une autorité délivre des titres, donc les autorités de délivrance qui sont habilitées à délivrer des titres, se fassent contredire par des autorités soit coutumières ou soit des autorités municipales qui, elles aussi, pensent qu'elles ont le droit, et qui est consacré d'ailleurs, à délivrer des titres d'occupation. Donc il y a un conflit. Donc le woubi-wou, on ne sait pas qui est Voilà, il y a un conflit. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités travaillent à régler, ou en tout cas à apporter des réponses à ce conflit-là, permanent, parce que les questions de terre sont des questions qui doivent être réglées de façon urgente, parce que ça peut amener à beaucoup de soulèvements, ça peut amener à un désaveu même de à l'administration. un désaveu. Je pense qu'il y a une nécessité de réagir de part et d'autre. Les autorités doivent s'atteler, donc je l'ai dit, à apporter des réponses durables sur la question du foncier. OK? Mais les populations aussi doivent être vigilantes dans l'acquisition des terres. Quand on prend le cas du domaine aéroportuaire, beaucoup de gens, pensant bien acheter et disposant de titres délivrés par des autorités habilitées, sont allés s'installer dans la zone aéroportuaire. Après réflexion, après étude, ils se sont vus interdire l'accès à cette zone-là et se sont même exposés à la destruction des bâtiments, de ce qui a été construit. Des expulsions manuelles. Des expulsions. Donc, avant d'acquérir des biens, des terres, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Et comment se faire? Même si on est en possession de titres, il faut mener des investigations, aller auprès des autorités pour s'assurer que nous sommes dans la légalité. Nous sommes en train d'investir dans une zone qui ne fera pas objet d'expulsion ni d'expropriation. Donc il faut être sûr de ce qu'on fait. Donc la problématique du foncier, c'est une problématique transversale. Parce que ça fait intervenir beaucoup d'acteurs et ça a des conséquences terribles sur les populations, parce que les questions d'héritage, les questions d'acquisition publique, il y a des questions d'investissement. Donc, l'un dans l'autre,
je pense qu'il faut faire un état des lieux du foncier au Mali, poser les vrais problèmes et apporter des solutions durables. Et l'espace démocratique, c'est un espace où les gens peuvent aller se plaindre, mais les réponses ne sont pas forcément durables là-bas. Connaître le problème est une chose, mais pouvoir le régler de façon durable est autre chose. Donc, il faut que nos autorités veillent à cela, initier, en tout cas, un état des lieux, organiser cet état des lieux-là et réfléchir, voir comment on peut régler de façon durable ce problème-là, en tenant compte des réalités, bien évidemment. Donc, nous vous remercions, M. Mokhtar Sy. Malheureusement, l'émission est arrivée à son terme. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, je crois que nous allons nous retrouver très bientôt. Parce que là, c'était des questions d'actualité. Mais on se retrouvera sur ce plateau pour aborder même votre mouvement, sa vision, ses perspectives. Mais aussi, on aura l'occasion d'échanger, peut-être dans une autre de nos émissions, sur votre vie sportive, sur comment est-ce que vous voyez le sport malien, votre engagement dans ce secteur. Nous vous disons merci. Téléspectateurs de Mousso TV, l'émission arrive à sa fin. Comme on vous l'a dit, le nouveau visage que vous voyez sera fréquent et je ne serai pas seul. Momo de la radio Oxygène, qui anime aussi l'émission politique, sera avec moi sur ce plateau et ça se fera à deux. Donc, soyez sûrs que le format va changer, de nouvelles choses vont arriver pour 2022 et on ne va pas du tout s'ennuyer car à Mousso TV, on a toujours des choses à dire dans l'émission politique. Merci à vous et bonne soirée.